Merci d'être venu échanger avec moi sur un sujet assez important qui pose la question de la préservation des terres agricoles pour qu'on puisse se nourrir demain sur plusieurs générations et si possible en relocalisant les productions qui nous permettent de nous approvisionner en denrées alimentaires. Voilà, grosso modo, c'est ça le sujet, on m'a demandé d'intervenir là-dessus. Donc moi, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Gaël Oesdon, je suis coordinateur de Terre de Liens Normandie depuis 10 ans, en fait, nos 10 ans cette année. J'ai lancé l'impulsion de Terre de Liens Normandie en 2007 avec un certain nombre de copains. Juste pour la petite anecdote, il y avait un éco-maçon, il y avait un étudiant, il y avait un agriculteur et puis il y avait une dame qui travaille dans l'éducation populaire, la jeunesse. Pourquoi je relate ça? C'est juste pour dire, c'est assez à l'image de l'ambition de Terre de Liens. C'est-à-dire de dire que l'agriculture, c'est une question qui dépasse le seul cercle des agriculteurs en termes d'enjeux, et c'est une question qui est l'affaire de tous. Et du coup, notre ambition, c'est de reconnecter les citoyens à la source de leur alimentation, qui est le sol, le travail des agriculteurs bien entendu, et un certain nombre de choix qu'il faut qu'on fasse en matière d'aménagement du territoire pour essayer de retourner à nouveau, je ne sais pas comment dire, si c'est un retour ou si c'est l'invention de quelque chose. Je pense que c'est plutôt l'invention de quelque chose, plutôt qu'un retour, puisqu'il ne s'agit pas de refaire le passé, ça ne se refait jamais. Il s'agit d'inventer une nouvelle façon de cultiver et de consommer pour avoir un mode de vie durable d'un point de vue alimentaire. On existe depuis 2009, je l'ai dit. Aujourd'hui, on a fait à peu près 26 opérations foncières pour plus de 2 millions d'euros d'investissement solitaire que nous avons mobilisé avec les citoyens. Deuxième principe de Terre de Liens, après l'implication de tous, c'est que nous achetons des terres agricoles avec le concours des citoyens, des habitants des territoires, parce qu'on pense que c'est aussi une façon non seulement d'intéresser, mais de nous responsabiliser sur la protection des terres agricoles. À chaque fois qu'on a un porteur de projet qui vient nous voir, on lui explique, que c'est une aberration que de vouloir acheter la terre agricole, vu le prix auquel elle est rendue aujourd'hui, c'est une aberration économique. Parce que ça pèse très très lourd sur un chiffre d'affaires. Et donc on lui dit, épargne-toi cette charge supplémentaire pour garder tes capacités d'investissement et le mettre dans l'outil de production, notamment, pour travailler dans de bonnes conditions, et ne pas être obligé d'être à la course aux hectares, notamment, pour avoir plus de surface, produire plus, essayer de faire un chiffre d'affaires plus gros, pour rembourser notamment la partie qui va dans l'achat de la terre. Donc c'est pour ça que nous on achète la terre, avec le concours de l'épargne citoyenne. Donc plus on est en nombreux à mobiliser une petite partie de notre épargne, qui sont dans les banques, et on ne sait où derrière, qui sert une économie qui n'est pas toujours en accord avec nos principes. Plus on est nombreux, moins le coût sur chacune des épaules est élevé, bien entendu, principe de mutualisation. Et plus on va être branché à cette ferme, à la ferme qu'on va acheter. Et si possible, la ferme qu'on va acheter le plus près de chez nous. C'est pour ça que l'un de nos slogans, à l'époque, c'était « Faites pousser des fermes près de chez vous ». Sous-entendu, faites pousser la source de votre alimentation près de chez vous à nouveau. Donc, toute la diversité de la société qui s'intéresse aux terres agricoles, qui mobilise une partie de son épargne solidaire pour acheter les terres, et je le dis en passant, on essaye de ne jamais revendre les terres agricoles. Pourquoi? Parce que si on les revend, d'année en année, le prix du marché change, et il ne va jamais à la baisse en matière ou quasiment jamais à la baisse en matière de terres agricoles. Au contraire, il a même tendance à s'accélérer. Ces 15 dernières années, c'était plus de 40% en Normandie, l'augmentation du prix des terres agricoles. Et ce qui fait que c'est de plus en plus difficile d'accéder à la terre, à la propriété de la terre. Donc on propose plutôt de résoudre le truc en disant arrêtons la course à la propriété individuelle de la terre agricole, mutualisons le portage foncier. Je précise qu'il ne s'agit absolument pas de call-cause, de sauve-cause et tout ce que l'histoire a vu passer comme histoire foncière. C'est bien un principe de mutualisation de moyens citoyens
pour acheter de la terre avec un organisme qui s'appelle Terre de Liens, qui est composé de 2 piliers, une foncière, c'est une société encore mandite par action. Vous achetez des actions, ça veut dire que vous prêtez de l'argent à la foncière, et avec cet argent, on achète des terres. Et puis on a un deuxième outil qui est la fondation. Cette fois-ci, elle reçoit du don. Le don en argent, donc avec le même argent, enfin avec l'argent du don, on achète des terres, on ne les revend jamais. On reçoit aussi en don des terres directement, la propriété de terre, des fermes, il y en a même qui nous donnent des appartements, des assurances-vie, des choses comme ça. Alors dans ces cas-là, on liquide, et avec l'argent, on achète de la terre, toujours pour le même objectif que nous avons. Petite précision rapidement, et puis on va passer à notre sujet. Souvent on pose la question, oui, mais alors si on vous prête de l'argent, si je retire de l'argent, vous ne pouvez plus être propriétaire de la terre. Les gens qui viennent chez nous sont des investisseurs solidaires, c'est-à-dire des gens qui viennent là pas pour faire une opération financière. Ils viennent là par conviction que l'argent peut protéger la terre. J'ai envie de dire, c'est presque l'une des premières fois que l'argent peut faire autre chose que d'exploiter la terre, hein, que de tirer dedans. Je prends toujours l'image de l'épargne citoyenne, peut-être une couverture, une protection. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans le dictionnaire étymologique de la langue française, le terme investissement a la même racine que le terme vêtement. Et donc, avec notre investissement solidaire, on met un vêtement protecteur sur les terres agricoles. C'est une image qui me plaît bien. Donc, avec 100 euros, 103 euros maintenant l'action Terre de Liens, il y a 25% qui va en réserve. C'est une obligation statutaire pour justement permettre le remboursement des gens qui sortent de la foncière. Les banques, c'est largement moins. Depuis 2008, le taux de réserve a été augmenté, mais avant c'était moins de 10%. Nous, on s'est obligé à 25%. Deuxième élément de stabilité de notre système, c'est les investisseurs solidaires que vous êtes peut-être, sont pour plus de 80% d'entre eux des gens qui laissent leur épargne sur la très longue durée. C'est-à-dire plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Il y en a même qui nous disent, en prenant les actions, je ne reprendrai jamais mes actions. Dans ces cas-là, au bout d'un moment, on leur conseille de faire un don de leurs actions foncières à la Fondation Terre de Liens, qui a le même objet que la foncière, et du coup, la fondation devient petit à petit partie du capital de la foncière. Bien entendu, la fondation ne revendra jamais les actions de la foncière. Voilà. Et puis, je pourrais rentrer dans les détails, mais ce serait trop long. Au long cours, l'idée, c'est quand même que la fondation porte le plus de terres, puisque c'est l'un des rares outils juridiques, je crois même que c'est le seul en France, qui a une durée de vie illimitée, garantie par l'État, puisque une fondation reconnue d'utilité publique, comme c'est le cas de Terre de Liens, a été validée en Conseil d'État, avec un décret du Premier ministre à l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui fait qu'on a 2 commissaires du gouvernement qui siègent au CA de la Fondation pour vérifier que on remplit bien notre objet. Donc on a le ministère de l'Agriculture qui est présent et le ministère de l'Environnement. Voilà, donc on est très contrôlé, bien entendu, sur le respect de nos statuts. Alors, je vais vous présenter dans les 20 minutes que je me donne encore pour vous parler, puis après on passera un temps d'échange, parce que c'est plus intéressant, je pense. Oui. Donc les agriculteurs qui sont sur la terre sont locataires de l'association. Oui, ils sont locataires de la foncière Terre de Liens ou de la fondation, et parfois des deux, puisqu'on fait des achats en indivision aussi. Et ils signent un bail rural avec des clauses environnementales. Merci d'avoir posé une question, ça me permet de préciser. Pourquoi le bail rural avec clauses environnementales? C'est la garantie qu'on donne aux investisseurs solidaires que leur argent soutient bien une agriculture qui protège les terres agricoles, qui stimule la biodiversité, etc. etc. Hein, toutes les valeurs positives du développement dit soutenable. Et vous avez le stand Terre de Liens, vous pourrez aller les voir juste après si vous êtes convaincu pour adhérer à Terre de Liens. C'est le premier geste que je vous invite à faire, parce qu'on n'est pas assez nombreux, vu tous les chantiers qu'on a à faire. Et tous les coups de fil qu'on a au bureau, on commence aujourd'hui à dire aux gens, on ne peut plus vous répondre. Alors, à la fois, c'est bon signe, sur un certain plan, parce que les gens veulent que leur terre soit protégée par l'agriculture biologique, parce qu'il y a des porteurs de projets.
à la fois c'est peut-être pas toujours bon signe, parce qu'il y a aussi des gens qui nous appellent parce qu'ils arrêtent, et donc c'est la casse de l'agriculture qui continue, et on en voit aussi les effets. Quelques chiffres pour lancer un petit peu la présentation. Donc je vous donne quelques chiffres repères européens. Alors je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui étaient dans cette salle il y a plus d'un an. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents il y a plus d'un an ici? Bon, alors j'ai de la chance, parce que j'ai repris une partie de ce que j'ai dit il y a un an, parce que je pensais pouvoir vous présenter aujourd'hui un outil qui s'appelle le convertisseur parcelle. On va en parler quand même. Je pensais qu'il aurait été abouti, mais il est encore en phase de test, et même de bêta-test, comme on dit dans notre jargon. Et du coup, je ne peux pas le faire tourner sous vos yeux, mais vous pouvez noter d'ores et déjà qu'il sortira officiellement le 10 octobre. C'est un outil qui sera mis en ligne le 10 octobre, je vais vous en expliquer le principe. Donc, quelques chiffres pour camper le décor des enjeux fonciers. D'abord, j'ai pris les chiffres à l'échelle européenne, d'abord parce que c'est ceux qui étaient les plus préparés par mon réseau. Je n'ai pas eu le temps d'en repréparer au niveau local et national, mais je pense que c'est quand même intéressant parce que on vote aux européennes demain, par exemple, c'est pas mal. Et puis de toute façon, c'est des ordres de grandeur qui sont tout à fait là, voilà, pour la France. Donc le mode de consommation européen impacte les terres agricoles des autres continents chez nous. Il y a 43% des terres qui sont utilisées pour produire les biens agricoles dans l'Union européenne qui se situent hors d'Europe. Dans les chiffres qu'on a fait tourner là pour le convertisseur parcelle, on s'est rendu compte qu'on a importé 3 millions d'hectares pour la France, rien que pour le bétail. Donc ces 3 millions d'hectares, vous imaginez à peu près où est-ce qu'ils sont pris, hein. Dans les pays qui produisent notamment des protéines végétales, telles que le Brésil, avec le soja, et donc déforestation, avec tout ce que ça veut dire sur le réchauffement climatique. 73% des terres utilisées en Europe sont liées à la consommation de produits d'origine animale. 73%. Ça veut dire que, vous entendez de plus en plus, on mange trop de viande, voilà, de protéines animales. On voit l'impact, là, 73% de la surface agricole utile de l'Europe. C'est pour ça qu'on va vous inviter avec le convertisseur parcelle. Vous allez voir, il y a plusieurs assiettes qu'on vous propose, assiettes moyennes. Il y a l'assiette d'aujourd'hui, c'est-à-dire 60%, voire 70% en produits animaux et 40% en protéines végétales. Il y a l'assiette inversée, 40% viande et 70% en produits végétales. Et puis il y a une assiette plus forte encore, où on descend la protéine animale à 20%, et la part des protéines végétales, on le fait monter à 80%, avec des impacts sur l'espace qui sont calculés derrière. Parce qu'il va falloir dégager de l'espace. Alors il va falloir utiliser de l'espace pour se nourrir localement, il va falloir aussi dégager de l'espace pour produire autre chose que de la nourriture, si on veut avoir un mode de vie soutenable. Et l'agriculture est pourvoyeuse de plein d'autres choses. Alors, dégager de l'espace, tout sauf bien entendu des agrocarburants. Sur le prix des terres agricoles, voilà l'augmentation des prix des terres agricoles en Europe entre 1990 et 2014, avec des augmentations qui sont parfois dramatiques. Plus 90, plus en Allemagne, 200% au Royaume-Uni, 400% aux Pays-Bas, 70%, 700% en Pologne. Pourquoi il y a des augmentations comme celle-là? C'est parce qu'il y a des phénomènes d'accaparement des terres intra-européens, avec des agriculteurs qui partent de chez nous, par exemple, des grosses firmes, et qui achètent massivement des terres pour cultiver pour l'industrie chez nos voisins européens. Mais c'est aussi parce que le marché n'est pas régulé comme il l'est quand même en France, avec un outil important comme la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui est l'organisme qui gendarme le prix des terres en France. Les grandes entreprises agroalimentaires gèrent 26% des terres agricoles de l'Union européenne. Un quart de l'espace. Ce qu'on appelle une grande ferme,
fermes d'agro-industrie, c'est en moyenne 150 hectares en Europe, et les fermes familiales, elles sont inférieures à 10 hectares. Alors inférieur à 10 hectares, ça paraît bizarre aujourd'hui, hein, surtout chez nous, mais c'est surtout tous les pays de l'Est, d'ailleurs dont les agriculteurs sont en train d'être virés de leur campagne à nouveau, hein, comme on a connu chez nous, du fait de l'accaparement des terres que j'ai évoqué tout à l'heure. Les fermes sont de plus en plus grandes et de moins en moins nombreuses. Il y a entre 2003 et 2013, l'Europe a perdu 4,2 millions de fermes et 96% d'entre elles étaient des petites fermes, à moins de 10 hectares. Et la taille moyenne des fermes a augmenté de 40% en 10 ans. Et du coup, forcément, ça veut dire un paysage qui était diversifié et qu'on pourrait même dire qui était résilient, hein, si on prend un concept d'écologie, entre autres, pas que d'écologie, avec des paysages qui sont en train de devenir, que vous connaissez et qu'on connaît en France, hein, d'open field, pour permettre la mécanisation maximum de l'agriculture. Et la propriété de la terre se concentre aussi. 80% des fermes d'Europe font moins de 10 hectares, mais ne représentent que 10% de la surface agricole utile. Et 3% d'entre elles représentent 50% de la surface agricole utile. Donc la concentration est violente, si je puis dire. Voilà. Et puis je termine là-dessus pour quand même dire que il y a le début d'une histoire qu'on doit essayer d'accélérer ensemble. La part des terres agricoles cultivées en bio en Europe est de 6%. Je crois qu'en France, on est un petit peu plus aujourd'hui, j'ai pas le tout dernier chiffre. Par contre, 50% de ces terres en bio sont concentrées dans 4 pays, Espagne 17%, Italie 13%, France 11% et Allemagne 10%. Donc on est à la préhistoire, j'espère, d'une histoire qu'il faut écrire ensemble, c'est-à-dire la généralisation de l'agroécologie, de l'agriculture, de l'agriculture à taille humaine et de proximité en circuit court, pour réemménager ou emménager d'une nouvelle façon les campagnes. Voilà. Alors, on va passer à l'histoire du convertisseur pour introduire le sujet, puis après c'est dans l'échange, je pense qu'on pourra creuser. En 2013, avec un étudiant de l'ISA de Lille, qui est devenu aujourd'hui paysan sur une ferme Terre de Liens dans le Limousin, on lui a donné comme mission d'essayer de nous calculer combien de personnes une ferme peut-elle nourrir. C'était une idée qu'on avait, parce qu'on n'a jamais vu de chiffres comme cela. Et du coup, il est allé voir les chiffres de l'ANSES, donc c'est l'organisme en France qui connaît tout ce qui est consommé en France. Et puis, il est allé voir une dizaine d'agriculteurs de Normandie sur des fermes à taille humaine et en bio, qui sont vivables, c'est-à-dire sur lesquelles on travaille sans être exténué, mais on travaille quand même pas mal, et qui sont viables aussi d'un point de vue économique, bref, des fermes qui tournent. Et puis on a osé, ce que la rigueur scientifique interdit, faire une règle de 3 quand même, entre tout ce qui est mangé en France et les capacités de production de ces 10 fermes. De sorte qu'on faisait une projection de nombre d'agriculteurs qu'on devrait avoir si tout le monde se mettait à manger bio et local en France. Mais aussi et surtout, et c'est ça qui nous intéressait, sur quelle surface agricole utile. Donc quelle empreinte spatiale de nos besoins alimentaires si tout le monde relocalisait ses approvisionnements et en bio. Et du coup, on a fait quelques tableaux Excel et on a financé quelqu'un pour nous faire un site internet et permettre aux gens de calculer, en allant taper le chiffre de leur commune, ces empreintes spatiales alimentaires. Alors là, j'ai rentré celle de l'agglomération de Caen, la communauté urbaine qui compte 265 000 habitants. Et quand on clique sur calculer, on arrive à 93 786 hectares de terre. Alors, dans la prochaine version du convertisseur, vous aurez des ordres de grandeur. Parce que si je vous dis 93 000 hectares, ça ne vous parle pas. Si je prends la commune dans laquelle j'habitais autrefois à Saint-Aignan,
il y avait à peu près 800 hectares, une commune taille moyenne dans le Calvados. Voilà, ça vous donne peut-être déjà une première clé de calcul. Normalement, je suis connecté, voilà. Et quand on clique sur voir plus de détails, on a la déclinaison en nombre d'hectares par type de produit et en nombre d'emplois par type d'activité agricole. Et donc, avec pour l'agglomération de Caen, il faut 93 000 hectares de terre pour presque 9 4 851 producteurs pour nourrir la population de Caen, selon le mode de calcul qu'on a mis en place derrière. Voilà, ça donne une idée un petit peu de l'emploi qu'on devrait avoir au plus proche de chez nous pour nous nourrir. Dans les chiffres qu'on va vous mettre en scène à l'occasion des municipales, parce qu'on va essayer d'être présent dans les élections municipales pour essayer de mettre le sujet de la protection des terres et de l'usage alternatif des terres, on va essayer de mettre dans les municipales. Donc on compte sur vous si vous voulez venir donner un coup de main. On va vous donner des chiffres qui vont vous permettre de dire, voilà, à l'échelle de ma communauté commune, nous devrions avoir tant d'hectares utilisés pour se nourrir et tant de paysans. Mais on devrait aussi avoir des impacts écologiques qui seront chiffrés, qui seront positifs ou négatifs selon les régimes alimentaires que l'on choisit. Et enfin, des impacts sur l'économie d'argent public générée lorsque l'on installe de l'agriculture biologique, en priorité sur les aires d'alimentation de captage d'eau. On sait que l'un des problèmes de l'eau potable, c'est la pollution par les nitrates, entre autres. Et donc, développer l'agriculture biologique pour se nourrir localement et l'installer prioritairement sur les sources d'alimentation d'eau, c'est aussi avoir un effet positif sur la ressource en eau. Et donc, sur les économies pour le traitement. Et d'ailleurs, si on pousse la logique jusqu'au bout, hein, s'il y avait un plan massif de conversion et donc de transition écologique en agriculture, et en le faisant prioritairement sur les aires d'alimentation de captage, l'argent économisé au niveau national, le budget économisé, ça pourrait être une manne pour investir, notamment dans la formation, en agroécologie, dans la recherche, puisqu'on a pris des années de retard en matière de recherche en agroécologie, puisqu'on s'est concentré sur le mode productiviste, etc., etc. Donc il y a des politiques publiques que ça peut inspirer derrière, et la logique que je viens d'expliquer, elle pourrait très bien être mise en place déjà à certaines échelles locales, à condition d'avoir les élus qu'il faut pour le faire, bien entendu. Voilà. Je retourne sur mes petits PowerPoint. Quelle empreinte spatiale ça donnerait, ce chiffre que vous avez vu? Eh bien, on l'a fait calculer à un autre stagiaire qu'on a pris en géographie sociale de l'Université de Caen, qui, en utilisant le recensement graphique parcellaire, c'est-à-dire le fond de carte qui comporte toutes les parcelles agricoles qui sont recensées en France, et bien par approche, à la souris, il a sélectionné des parcelles jusqu'à ce que ça arrive au chiffre que donnait le convertisseur. Le chiffre, vous avez vu, les 93 000 hectares. Et il a commencé à le faire dans une logique tache d'huile, donc au plus proche de la ville. Et là, vous voyez une tache orange qui vous montre l'empreinte spatiale des besoins alimentaires de la population de la communauté urbaine de Caen-la-Mer pour 75% des besoins de la population. On a pris 75% volontairement pour pas se faire traiter d'extrémistes. Si on avait pris 100%, on nous aurait pris pour des doux rêveurs, voire des utopistes. Et je pense même que 75% aujourd'hui, on est encore pris pour des utopistes. Et du coup, demain, dans le convertisseur parcelle, donc le développement, la version 2 de ce convertisseur que vous avez vu, on a installé ce qu'on appelle un curseur de relocalisation. Et donc, les élus, les citoyens pourront faire leur projection et dire, je commence par relocaliser 5, 10, 15, 20%, 30%. Ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire que la commune de Louvigny, demain, elle va pouvoir croiser l'analyse de la surface agricole qu'elle a sur son territoire. Elle pourrait dire, en accord avec ses citoyens, nous ne toucherons plus à ces terres-là, donc on va arrêter d'urbaniser sur ces terres. Autre problématique, hein, on consomme jusqu'à un petit département français tous les 7 ans aujourd'hui en France en terres agricoles.
Et donc, quand on fait les projections, à un moment donné, on arrive à des limites, et notamment la limite au-delà de laquelle on n'a plus de terre pour se nourrir, un régime alimentaire constant ou un régime alimentaire qu'on fait évoluer. Et ça aussi, c'est un chiffre qu'on va essayer de mettre sur des tracts qu'on va publier pour les municipales, la date à partir de laquelle, on n'a pas encore choisi, hein, on ne sait pas si on va prendre 10, 20, 30, 40, 50%, à partir de laquelle on n'aura plus de quoi relocaliser au moins 50% de ses besoins alimentaires, pour chaque communauté de communes. Parce qu'on pense que c'est un chiffre que la plupart des gens n'ont pas en tête, c'est un ordre de grandeur qui nous porte. Donc voilà, on a pris une part à l'intérieur des limites de Caen-la-Mer, de terre, hein, c'est la part en orange foncé, c'est devenu de l'agriculture à vocation alimentaire locale, et puis on a fait en tache d'huile. Mais si on fait tout ça, si tous les territoires se mettent à faire ça, donc là vous voyez, vous avez l'empreinte alimentaire de Falaise par ici, si je ne me trompe pas, vous avez celle de Vire qu'on a mis volontairement à l'ouest, mais si on se rapproche de Caen et que les pôles secondaires se mettent à faire ça, bah forcément qu'il y a les empreintes alimentaires qui se chevauchent. Et du coup, on a des risques de conflits fonciers à vocation alimentaire. Donc c'est certainement pas le scénario de l'aménagement alimentaire du territoire au plus près des villes qui va être le scénario à privilégier demain. Ou alors avec des façons de faire qui vont être négociées de territoire à territoire. De projection, là vous avez toujours la projection spatiale de 75% des besoins alimentaires de la population de Caen, mais on l'a fait en multipôle, c'est-à-dire on s'est dit il va falloir de toute façon laisser de l'espace autour de la ville pour d'autres vocations que l'agriculture quand même, il va y avoir un petit peu d'urbanisation, il faudra définir quel niveau d'urbanisation, et un urbanisme réversible, voilà le grand défi du XXIe siècle, hein. C'est quoi l'urbanisme réversible? Nous, entre nous, on a réfléchi un petit peu, hein. On pense que c'est un urbanisme que si on l'abandonne, la nature peut le digérer toute seule. Ça paraît complètement utopique hein, de dire ça aujourd'hui. Mais ça ne l'est pas complètement. Hein. Vous avez des gens là dans la fête du développement durable qui travaillent sur l'éco-construction et qui sont capables de vous démontrer qu'on peut faire des habitats que la nature peut complètement redigérer si on laissait la nature faire. Ou qu'on pourrait requalifier avec intervention humaine s'il fallait le faire. Donc voilà. Ça veut dire aussi que Caen-la-Mer, demain, va devoir avoir une politique de relocalisation de ses besoins alimentaires qui va être coopérative et forcément solidaire avec d'autres territoires. Il n'y aura pas, pour nous, on est là pour parler de relocalisation alimentaire solidaire. On n'est pas du tout sur le registre de on va tout relocaliser chez nous pour viser l'autarcie. Ça, c'est une utopie dangereuse. Et pour être très clair, c'est une utopie que l'extrême droite est capable d'utiliser et contre laquelle on se battra. Et on sait qu'on est déjà récupéré par des idées nauséabondes comme celle-là. Et du coup, on a fait aussi une autre projection qui nous paraît tout aussi, et voire encore plus intéressante. C'est toujours 75% des besoins alimentaires de la population de Caen-la-Mer, mais dans une version diffuse. Et là, tout ce que vous voyez en rose sur la carte, c'est bien l'empreinte spatiale des besoins alimentaires de Caen, mais avec un aménagement du territoire où les campagnes seraient repeuplées, manifestement. Dans une optique de gestion foncière partagée territoire à territoire. Les intercoms vont devoir demain penser l'utilisation de leurs terres agricoles et ces processus de relocalisation. Et à Vire, par exemple, à Vire ou à Bayeux, il faudra le penser en se disant la part du territoire dont j'aurai pas besoin pour me nourrir localement, à quoi va-t-elle servir? J'ai presque envie de dire à qui va-t-elle servir? Et elle va servir, j'espère, en priorité à nos concitoyens de Caen et d'autres territoires, mais aussi à l'échelle régionale, parce qu'il y a des produits qu'on fabrique plus facilement sur les coteaux d'Avranches. Je cite les coteaux d'Avranches parce que j'ai appris qu'on pouvait, si on plantait des cerisiers sur les coteaux d'Avranches, on pourrait avoir des cerises qui sortiraient même avant les cerises qui arrivent du sud.
C'est-à-dire redécouvrir des microclimats locaux qu'il faut savoir utiliser de façon intelligente d'un point de vue agroécologique pour aussi réimplanter de la diversité. Ça aussi, c'est quelque chose de passionnant, c'est que si on veut relocaliser nos produits alimentaires, bien entendu, comme on est des gourmets en plus chez nous, on va essayer d'avoir de la diversité. Donc, il va falloir utiliser l'espace de façon complètement différente et oser soutenir des projets agricoles en priorité pour certains coins qui soient réservés à une production plutôt que de voir débarquer toujours les mêmes productions céréalières, betteravières ou le lait chez nous. Voilà. Je termine en vous présentant Jose, alors que je trouve ça quand même pas super chouette. Voilà un aperçu de l'application Parcelle, donc le convertisseur alimentaire qui va sortir le 10 octobre. Normalement, j'aurais dû avoir un grand écran pour vous montrer tout ça, donc je vous mets juste un aperçu. Là, c'est la projection des besoins en espace pour la Normandie. On a besoin de plus d'1 million d'hectares et on aurait 46 000 emplois. Les indicateurs écologiques ne sont pas bons encore, ils sont en cours de vérification, ne regardez pas ça. De toute façon, vous ne voyez pas grand-chose. Par contre, là-dessus, juste pour vous donner un aperçu, parce que c'est vraiment très petit, ça c'est la représentation simplifiée de l'utilisation de l'espace d'un point de vue alimentaire de la Normandie. Et donc vous avez pour 80% du lait, de la viande et des œufs. En gros, du lait et de l'élevage et en orange des céréales et un peu de fruits. Et puis en vert, je sais même plus ce que c'est. Les légumes, pardon. Donc vous avez une déclinaison par produit, et puis vous avez une traduction simplifiée de leur répartition dans l'espace. Parce qu'on n'a pas encore réussi à faire les cartes que je vous ai montrées. Avant qu'on arrive à faire les cartes que je vous ai montrées au cul de ce convertisseur-là, on a besoin de faire beaucoup de développement. Voilà, je termine. Tout ça, vous ne voyez rien du tout, mais ce sont les indicateurs écologiques que je vous ai évoqués. Et vous verrez des chiffres qui baissent, j'espère, en termes d'impact sur les sols, en termes de CO2. Et puis vous verrez des chiffres qui, si on installe l'agriculture biologique, vont augmenter en termes de biodiversité, et des chiffres qui baissent sur la pollution de l'eau, ainsi que sur les coûts liés au traitement de l'eau. Pour le Calvados, on a besoin de 240 000 hectares de terre, et pour avoir 10 000 emplois en production, 10 000 emplois que de production. Parce que si on relocalise et on rediversifie la production, bien entendu, derrière, il y a des effets d'entraînement terribles, au sens positif du terme, sur l'emploi de transformation, ainsi que l'emploi de distribution, avec des infrastructures qui vont devoir évoluer aussi sur comment on distribue notre alimentation, forcément, puisqu'il faut que ça aussi, ce soit soutenable. Et moi, je trouve ça particulièrement stimulant parce que, sans faire trop de science-fiction, je pense qu'il y a des belles inventions. Hein. J'ai une petite fierté à avoir été élu local sur le mandat précédent et m'être battu dans le SCOT de Caen pour que l'on fasse reconnaître la vocation de l'Orne comme voie de transport. Alors ça ne mange pas de pain, hein. On l'a gagné, on l'a mis dans le SCOT, hein. Mais vous n'avez rien vu sortir ces dernières années en matière de transport fluvial. N'empêche que ça a au moins été voté, donc ça rend possible aussi les entrepreneurs, peut-être qui peuvent être là, durables, pour imaginer, sans être des utopistes, les transports de demain, et peut-être que les arrière-pays pourraient venir à nouveau distribuer de l'alimentation, même dans des petites proportions. On s'en fout, il faut commencer. Parce qu'on est en Normandie, hein, quand il y a une innovation qui se fait à un endroit, on regarde ça par-dessus la haie et puis après ça se diffuse. Voilà, donc je m'arrête là parce que j'étais déjà trop long et je voudrais avoir 20 minutes d'échange avec vous. J'avais commencé à aller chercher des données sur des communes voisines pour essayer de faire un scénario d'échange foncier, mais ce serait beaucoup trop long et on n'en est pas là puisque l'outil n'est pas encore complètement au point. Voilà. À vous la parole pour les questions. On peut discuter, échanger, envoyer des oppositions, des contre-arguments. Allons-y.
Monsieur d'abord et je vous repasse la parole juste après. J'avais juste une question sur le schéma du Calvados que vous avez montré juste précédemment. Vous montrez les productions de bétail, les végétaux. Juste sur le bétail, je voudrais savoir, il n'y a rien qui est produit dans le Calvados pour nourrir le bétail, ça vient forcément du Brésil? Ah non, il y a quand même une partie des protéines qui sont issues du territoire. Alors je ne me demandais pas les chiffres, je ne les ai pas, mais c'est partie des chiffres qu'il faut qu'on affine, nous. On va sortir ça dans des documents de communication, parce qu'il faut qu'on vulgarise des chiffres qui sont parfois complexes. Pour sortir Parcelle, là, la version 2, c'est 2 ans de développement avec un partenaire qui s'appelle BASIC, Bureau d'analyse sociétale pour l'information citoyenne. Toutes nos données, donc ils ont mouliné, ils ont fait l'état de l'art, c'est-à-dire qu'ils ont regardé toutes les études qui ont été faites sur les sujets. Donc la consommation. Donc aujourd'hui, derrière Parcelle, on a des consommations qui sont beaucoup plus robustes, des chiffres qui sont plus robustes que la première version, et des chiffres qui sont régionalisés notamment. Parce qu'on ne mange pas de la même façon d'une région à l'autre de la France. Et quand on descend même plus fin dans les territoires à l'échelle départementale, et je crois même qu'on peut descendre encore plus fin, il y a des variations de consommation selon les profils socio-économiques des territoires. Forcément. Quand on a les moyens, on mange d'une certaine façon, et quand on les a pas, on mange d'une autre façon. Et du coup, là, c'est beaucoup plus robuste sur la consommation, c'est aussi énormément plus robuste sur la production, puisqu'on n'est pas parti de nos agriculteurs, mais on est parti de toutes les données du ministère de l'Agriculture et d'autres sources. Et on a fait contre-vérifier toutes nos données qui sortent du convertisseur par tous les instituts techniques qui sont sous l'égide du ministère. Donc, en robustesse statistique, on a atteint notre objectif. Non, c'était l'occasion pour moi de vous le dire simplement. Il y avait une autre question là-bas. Oui, on a connu les petites fermes, en particulier dans la Manche, il y a déjà un certain nombre d'années. Le projet est tout à fait intéressant, mais moi je voudrais savoir si vous connaissez le revenu annuel d'un locataire, enfin des locataires, une fois qu'ils ont payé le loyer. Chez qui? Chez nous? Ceux qui sont vos locataires, les locataires de personnes. Je devrais le connaître. Vous me posez une question piège, mais je... Parce que moi j'ai un souvenir des petites propriétés de la Manche, les gens trouvaient de faim, faut le dire. Alors nous on mangeait des bonnes carottes, ça c'est sûr, mais eux ils ne mangeaient pas grand-chose. Donc moi, dans votre projet, c'est ma grosse question. Deuxièmement, où irez-vous chercher, où irons-nous chercher les 10 000 agriculteurs? Personne ne veut plus travailler à la terre. Très peu. Alors, sur le revenu moyen, le revenu moyen des agriculteurs terre de liens, sincèrement, je ne l'ai pas. Par contre, les fermages qu'ils payent, on vous les donnera sans aucun problème. Tout ça, c'est transparent puisqu'on... C'est pas ma question, ça, c'était plutôt leur revenu. Oui, alors leur revenu, on sait que, notamment en élevage, vous avez entendu tous ces chiffres-là, ces 2-3 dernières années, il y a des agriculteurs qui sortent même pas 500 € par mois, tandis qu'il y en a qui sortent plusieurs milliers d'euros. Mais par contre, la composition de ce revenu, il faut rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas le spécialiste, mais j'en ai entendu plusieurs fois parler. 100% de certains revenus des agriculteurs sont faits de subventions. 100%. Oui, de conventionnels, sur des grosses exploitations, etc. C'est très variable d'une production à l'autre, d'une région à l'autre, d'un mode de commercialisation à l'autre. Donc on ne peut pas partir sur des généralités. Et donc, pardon, je ne suis pas le spécialiste pour vous répondre à cette question, mais il y a les spécialistes qui existent. Ça me donne une idée peut-être de communication à l'occasion de la sortie de Parcelle. Sur la deuxième question, où irons-nous chercher les 10 000 agriculteurs? C'est une bonne question, et là pareil, il ne faut pas généraliser, je vous réponds de façon un peu brute. Non, il y a des gens qui veulent travailler en agriculture. Et pour vous donner quelques chiffres qui datent de la semaine dernière, parce que nous on travaille dans un axe installation d'un contrat d'objectif qu'on a signé avec la région, nos structures, alors je vais les citer, Terre de Liens, les CIVAM, Centre d'initiative de valorisation de l'agriculture et du milieu rural, l'ARDEAR, les bio, nos structures accompagnent pour plus de 50% des gens qui sont dans des parcours professionnels atypiques
et qui veulent s'installer en agriculture. Donc le réservoir français, on va dire, parce que je pense qu'il y en a un autre, le réservoir français, il est dans les gens qui ne sont pas issus de l'agriculture, et de plus en plus, de fait, hein, puisque la population agricole a décliné de façon constante depuis l'après-guerre. On est rendu à moins de 3% aujourd'hui de la population active. Les enfants d'agriculteurs ne sont pas la première source de réinstallation. Ils quittent l'agriculture parce qu'ils ont aussi été découragés, techniquement, économiquement et avant tout culturellement aussi. C'est-à-dire que longtemps on a discrédité le métier d'agriculteur. Aujourd'hui ça a commencé la bascule s'est faite. Ça fait 15-20 ans que le métier de paysan, la notion de paysan regagne petit à petit de ses galons. Et nous on voit arriver beaucoup de gens qui veulent quitter les autres secteurs d'activité sur lesquels ils sont, parce qu'ils ont été éreintés aussi dans ces secteurs d'activité. Et ils veulent retourner à de l'essentiel. Et notre gros boulot, c'est de les accompagner pour pas qu'ils se bercent d'illusions, mais par contre qu'ils se donnent le maximum de chances pour y arriver. Et du coup, on est les réseaux qui mettons en place un tas d'innovations. Je vous en cite une, et puis je passe la main aux questions. Ça fait une petite dizaine d'années que nos réseaux ont mis en place ce qu'on appelle des espaces tests agricoles, c'est-à-dire des dispositifs relevant du droit commun de l'information, permettant, après formation, de ne pas s'installer directement. Et pendant 1 an à 3 ans, d'être dans des coopératives qui mutualisent donc un certain nombre de services pour accompagner la gestion des entreprises, et d'être un agriculteur, comme un agriculteur normal, par contre de ne pas supporter tous les risques. Et il se teste, et si le test est concluant et qu'il confirme son envie de s'installer, il bascule en installation, et si à l'épreuve pendant 3 ans, il voit que ça ne va pas et ça ne lui correspond pas, il peut abandonner, mais correctement. Et donc il repart sur une autre aventure, sans dégâts économiques, sans dégâts humains, etc. etc. Parce que c'est aussi l'un des drames qu'on a vécu ces 20 ou 30 dernières années, c'est que des installations, il y en a eu, hein, on peut sortir des statistiques. Par contre, les statistiques de la casse agricole, juste derrière, dans les 5 ans, il y en a aussi, et c'est souvent pas jojo. Il y a des gens qui peuvent soit sortir les pieds devant, pardon l'expression, mais aussi avec des niveaux d'endettement qui vont traîner pendant des années et des années. Donc il faut qu'on accompagne les populations qui ont été déracinées culturellement, et qui vont essayer de réapprendre le contact à la terre, etc. etc. J'ai parlé d'un autre réservoir. Moi je pense que le réservoir européen, il ne faut pas le négliger. Alors évidemment, on est devant des défis culturels, hein, mais non, mais le réservoir, c'est de toute façon l'histoire de l'agriculture française, et en Normandie particulièrement, avec les gens qui venaient de Flandre, donc de Belgique, de Hollande, etc. etc. et d'autres pays. Donc oui, installons des Européens, tout simplement. Et malheureusement, il y en a plein qui pourraient s'installer en venant de l'Est. Et alors malheureusement, sur certains aspects, quand je disais c'est parce qu'ils sont chassés économiquement de leur pays par l'agro-industrie, mais à certains égards, je pourrais presque dire, heureusement, il faut saisir cette chance-là, parce qu'il n'y a pas la rupture générationnelle, et c'est des gens qui viennent de l'agroécologie. On en connaît, nous, on a un réseau qui s'appelle Access to Land, qui d'ailleurs a produit les premiers chiffres que je vous ai montrés, et c'est le réseau des petites fermes européennes, avec des agriculteurs à taille humaine et qui vivent très très bien de leur production, quand ils arrivent à la valoriser localement, auprès de citoyens qui aussi apprennent l'impact économique et l'impact social de leur achat alimentaire, autant que de leur investissement dans la terre. Peut-être d'autres questions? Votre approche aujourd'hui pour acheter les terrains, ce que j'ai pu comprendre, qu'il y avait une flambée des prix, que la SAFER était un acteur incontournable, historiquement en tout cas, et qu'on entend aujourd'hui dire aussi que des États comme la Chine achètent des terres en France. Donc face à ces éléments-là, comment est-ce que vous faites? C'est une super question, merci. Alors je commence par la fin. Les États chinois, l'accaparement des terres par les Chinois et tout ça. De grâce, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'on médiatise, et l'accaparement des terres majeur, c'est pas celui-là. L'accaparement des terres majeur aujourd'hui, c'est des groupes, notamment français,
comme Avril, un groupe qui s'appelle Avril, anciennement Sophie Protéol. Donc c'est un conglomérat d'entreprises, de coopératives qui intègrent toute la chaîne agro-industrielle, dont le président était autrefois Xavier Belin, qui est décédé, dont l'actuel président de la Chambre d'agriculture, M. Windsor, est un membre éminent du conseil d'administration. Et Avril, c'est pas moi qui le dis, il y a des études qui ont été faites, allez voir sur le site Reporter. Avril, par le jeu des contrats passés avec les producteurs, couvre une surface en France de 7 millions d'hectares. On a 28 millions d'hectares de terre en France. Il y a 7 millions d'hectares qui sont gérés, qui font partie du système économique Avril. Alors, allons-y. La menace, pardon, on rentre dans le gore presque du foncier. En 2010, le dernier recensement général agricole nous a permis de sortir une statistique, Agreste, les statistiques Agreste, qui disait à l'époque, donc on a dépassé aujourd'hui, on est en 2019, en 2010 il était dit qu'il y avait 7 millions d'hectares, justement, bizarre, qui allaient changer de main dans les 10 ans. Autrement dit, la pyramide des âges, les cessations d'activité, il y avait 7 millions d'hectares en jeu derrière. On est en train de se battre là aujourd'hui pour récupérer les chiffres actualisés en 2019. Et je peux vous dire que c'est une donnée, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est... Je ne voudrais pas verser dans la politique du soupçon, comme si c'était organisé. Je ne suis pas sûr que ce soit organisé, mais c'est des chiffres qui sont hyper difficiles à avoir. Et on voudrait les avoir parce qu'on aimerait bien le mettre sur le fameux tract que je vous ai évoqué. On aimerait bien que chaque communauté de communes, dont on va mettre en scène les enjeux fonciers, on puisse dire, sur ce territoire-là, dans les 10 ans qui viennent, il y a tant d'hectares qui vont changer de main. Pour vous dire à vous, habitants du territoire, et à vos futurs élus, qu'est-ce qu'on fait de ces hectares qui vont changer de main? Parce que des hectares qui changent de main, c'est des opportunités pour commencer à changer l'histoire agricole du pays. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais délayer longtemps sur ce sujet-là, sur la SAFER. Pour nous, c'est un partenaire, la SAFER. Il y a plus d'une opération sur 2 que Terre de Liens a fait depuis 10 ans avec la SAFER. Des fois, c'est un partenaire dont on se méfie aussi. On travaille avec, tout contre, mais ça nous arrive des fois de nous retrouver contre la SAFER. Parce que malheureusement, la SAFER est aussi mise en position structurelle, avec un modèle économique qui lui oblige... Alors c'est bizarre, la SAFER c'est une société anonyme qui a une mission de service public et à laquelle on n'a pas du tout donné les moyens d'avoir une ressource fixe. Et du coup, elle fait sa ressource sur les opérations foncières qu'elle fait. Et donc à chaque fois qu'il y a une opération foncière, et plus elle est chère, plus elle fait de l'argent. Alors on la met en position complètement schizophrénique. Un modèle économique qui la pousse au crime, et on lui demande de contenir le prix des terres. Donc là, il y a une grosse boîte à ouvrir, en faisant très attention de ne pas faire tomber la boîte complètement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en embuscade et qui aimeraient bien voir la SAFER éliminée du paysage français. Auquel cas, vous auriez les chiffres d'augmentation du prix des terres que vous avez vus sur l'Allemagne, l'Angleterre et ainsi de suite. Mais il y a quand même quelque chose à faire pour que la SAFER soit mise dans de meilleures dispositions pour travailler avec des territoires qui doivent s'intéresser maintenant à l'agriculture. Parce que l'agriculture en France, c'est surtout la PAC, au niveau européen, donc les grandes orientations, et puis une application nationale, avec tous les services de l'État et la profession. Voilà. Mais entre deux, entre l'État, le territoire géré et tenu par la profession agricole, avec tout le système industriel, il y a tous les échelons territoriaux qui n'ont pas ou peu de pouvoir. La région, maintenant, a de plus en plus de pouvoir. Elle est chef de file sur la question agricole, mais elle ne gère que le deuxième pilier de la PAC, essentiellement, c'est-à-dire les piliers environnementaux et ruraux. Et elle est organisme de gestion délégué du reste, mais ce n'est pas elle qui définit l'orientation de la politique agricole. Elle fait l'application de la politique agricole qui est définie ailleurs. Nous, on se bat, à Terre de Liens, pour que les citoyens disent nous, on veut manger telle chose, à tel endroit, et donc vous pouvez le faire d'ores et déjà. Je reviens à vous. Avec Louvigny, vous pourriez très bien dire on essaye d'installer sur les terres qui vont se libérer, même si elles se libèrent dans 10 ans, préparons-nous maintenant
Ça aussi, c'est un autre gageur. Il va falloir apprendre à travailler, pas que pour des résultats que vous allez voir vous. C'est fondamental. Il faut se dire, on a une responsabilité aujourd'hui pour préparer l'installation d'un agriculteur qui va remplacer l'agriculteur en grande céréale ou en élevage conventionnel que dans 10 ans. Mais il faut le préparer maintenant. Et il faut une stratégie foncière de la collectivité qui permette aussi de faciliter cette installation. Pour qu'elle dise, demain, moi j'ai un projet alimentaire territorial, donc j'ai une politique publique. Je me suis doté d'outils pour observer le territoire, ça s'appelle des observatoires fonciers. On est en train d'en mettre un en place sur Rouen. On en a expérimenté un sur Alençon qui continue de tourner mais qui mériterait d'être accéléré. Et je me donne les moyens aussi éventuellement de porter le foncier, c'est-à-dire d'intervenir comme les collectivités font pour acheter des terres en vue de l'urbanisation et pourrait demain le faire en vue d'aider l'installation de l'agriculture qu'elle décide d'avoir, avec vous qui décidez d'intervenir dans le jeu. Donc saisissons toute opportunité foncière qui se dégage du fait du jeu naturel du marché et de la pyramide des âges. Déjà, rien qu'en investissant ça, nous les citoyens, on peut faire énormément. Mais il faut qu'on s'organise de plus en plus là-dessus. Et après, on pourrait passer à d'autres politiques publiques et d'autres stratégies foncières. Il faudrait des heures pour vous expliquer ça, on fera une autre conférence. Parce qu'en plus, on n'en est qu'au début, en termes d'élaboration des stratégies de notre côté. Mais il y a vraiment de l'espoir. Il faut vraiment y croire. Il ne faut pas faire que d'investir avec nous dans la terre. Il faut maintenant porter un discours positif. Moi, j'avais envie, et on ne l'a pas fait malheureusement, mais parce que ça nécessite aussi que dans nos réseaux, on ait le temps et on prenne le temps de réfléchir et d'élaborer une pensée, un discours et des propositions opérationnelles surtout, parce que le discours c'est beau, mais il faut derrière montrer qu'on est capable de le faire. Toute la crise des Gilets jaunes qu'on a vécue, avec tout ce qu'elle a mis au grand jour, et devant les yeux de pas mal de gens, comme situation de misère sociale, économique, mais aussi culturelle, eh bien, il faudrait se dire, on investit pour accompagner tous ces gens qui sont dans des situations vraiment difficiles, qui veulent quitter aussi un système économique qui continue de les écraser et de les exploiter. Pour leur dire, l'agriculture demain, oui, pourquoi pas. Et par contre, il faut qu'on change les règles du jeu économique de l'économie agricole et alimentaire. Effectivement, la question de départ, si c'est pour que les gens ne vivent pas de leur travail, elle est pertinente. Et il y a de belles petites expériences, je vous en cite une. Rennes, Ville-Vivrière, et même plus encore le syndicat d'eau de la région de Rennes, donc qui couvre plusieurs milliers de communes, a mis en place une marque de territoire, donc avec une partie de la redevance sur l'eau. Il finance un achat bonifié des yaourts qui sortent des fermes laitières, qui ne sont pas encore en agriculture biologique, mais qui ont signé un contrat qu'on appelle MAE et MAET, mesures agro-environnementales, qui les emmène vers une démarche progrès vers l'agriculture biologique. Et donc l'agriculteur il est mieux rémunéré parce qu'il fait l'effort de changer ses pratiques pour demain éviter de dépenser pour dénitrifier l'eau, etc., etc. Donc là, on a une intervention publique sur le prix, avec une source qui est la taxe qu'on paye sur l'eau, qui enclenche un système vertueux au long cours. Ils ont signé plus d'une centaine de contrats mesures agro-environnementales avec ce dispositif. Il faudrait faire le calcul du nombre d'hectares que ça couvre aujourd'hui, mais c'est plus de 100 exploitations. Allez, à la louche, c'est pas loin de 2000 hectares. Et si ces 2000 hectares sont prioritairement situés sur les aires d'alimentation de captage, ils vont avoir des économies d'argent public dans les 10-20 ans qui viennent, qui vont commencer à se faire sentir normalement, etc., etc. Donc là, on intervient sur le prix par le biais d'une politique publique. On sait aussi que les citoyens l'ont déjà fait avec les AMAP, par le biais du contrat direct avec les agriculteurs, etc., etc. Les modes de vie qui sont en train de changer chez les uns et les autres, en disant on sort de la consommation bête et méchante, nous font faire aussi un certain nombre de petites économies à notre niveau. Et bien ces économies-là, on les met en achetant un peu plus cher certains produits,
en mangeant une bonne entrecôte qui nous coûte plus cher une fois par mois, mais pas une fois toutes les semaines, etc., etc. Et tous ces petits trucs-là, c'est des choses qui vont faire émerger à nouveau, probablement, la possibilité de mieux rémunérer les agriculteurs demain. Il faut qu'on rende ça à nouveau attractif. D'autres questions? Est-ce que l'agriculture biologique est enseignée dans les collèges agricoles? Oui, oui, de plus en plus. C'est une option ou c'est la généralité? Non, c'est pas la généralité. C'est pas la généralité, mais de plus en plus, il y a certains lycées qui sont même spécialisés. À Rennes, l'Heureux est un établissement particulièrement en pointe là-dessus. Les lycées agricoles de Normandie ont de plus en plus de spécialités qui s'ouvrent là-dessus, ou d'enseignements qui se... Ça monte, ça s'enclenche. Il y a du retard, mais ça s'enclenche. Et il y a un tas d'organismes de toute façon qui sont là, à côté des lycées agricoles, pour faire le conseil. Et même, bon signe, mauvais signe, ce qu'on appelle les opérateurs économiques, les offices professionnels agricoles s'y mettent. C'est-à-dire les gros consortiums, aujourd'hui, ils investissent. Vous avez vu les supermarchés classique, la GMS classique qui se met sur le bio pour le meilleur et pour le pire. Non, voilà. En fait, surtout pour le pire. Oui, parce que ils promeuvent maintenant l'agriculture bio, mais sur des énormes surfaces, là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, là? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent faire ça, quoi. Les énormes fermes bio, quoi. Entre guillemets. Il y a, avec les copains de l'économie solidaire, là, qui ont accompagné la première AMAP de Normandie il y a 15 ou 20 ans maintenant, on avait commencé à le dire aux agriculteurs bio qui étaient dans des réseaux de niche, on va dire. On avait dit il faut qu'on trouve le moyen de changer d'échelle rapidement parce que quand ça va embrayer au niveau industriel, on va se faire écraser. Et ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, je vais être partagé. D'un point de vue environnemental, on va se dire oui, ça ne peut être que mieux. En tous les cas, on va diminuer la pression, la diffusion de pesticides. Ça... Et encore, parce qu'il y a eu des plans phyto qui se sont faits les 10 dernières années. Le plan phyto, c'était des démarches progrès pour diminuer dans les exploitations l'utilisation des phytosanitaires. Les dernières statistiques de l'UIPP montrent que les phytos continuent d'augmenter. Donc d'un point de vue quand même, au moins en théorie, il faudra mesurer les choses. Si l'agriculture bio, même industrielle, se généralise, les pesticides devraient diminuer. Ça ne veut pas dire que pour les sols, ça va pourtant aller mieux, parce que les sols sont fatigués, et je ne suis pas sûr que ce soit l'agriculture bio-industrielle qui redresse un sol. Ça y participera certainement, ce sera peut-être un peu mieux, mais je ne suis pas sûr que ce sera mieux. Sur les ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un langage techno horrible, les infrastructures agroécologiques, écologique. En gros, les talus, les haies, tous les milieux qui permettent à la biodiversité de s'épanouir. Je ne suis pas sûr non plus que ça permette de remettre en place des choses. Et ce sera un modèle bio-mécanisé à grande échelle, et du coup qui va essayer de continuer dans le même schéma agro-industriel. Il va essayer de le faire en bio. Ça ne va pas changer la phase du paysage, et il ne va pas y avoir d'impact environnementaux aussi importants. Et enfin, les impacts sociétaux, par lesquels on devrait commencer. Je ne suis pas sûr non plus, avec tout ce qu'on vous a montré sur la concentration, que demain, ce sera un mitage du territoire souhaitable, avec des structures à taille humaine. Non, ce sera de l'agriculture de firme, avec le même schéma d'emploi, c'est-à-dire on essaye de baisser au maximum ce qu'on appelle les charges. Je déteste quand en conseil d'administration, il y en a qui parlent de charges. C'est moi la charge, hein. Moi je suis employé, je ne me sens pas une charge, quoi. Mince, j'apporte quelque chose. Donc les emplois, ce n'est pas des charges, quoi. Et donc c'est pourtant comme ça qu'à l'échelle macro, avec des taux de rentabilité demandés par les investisseurs qui continuent d'investir dans ces grosses entreprises, y compris de la bio, ça va continuer de tirer sur les gens. Et on aura toujours on aura peut-être demain une image, hein, des manifestations de gilets jaunes issus de l'agriculture bio, d'employés issus de l'agriculture bio. Les serres à tomates du Sud-Manche, vous connaissez? Oui, oui, j'ai entendu 17 hectares. Sans pesticides, ils ont. Sans pesticides. Et c'est les communes qui ont monté ça.
Bah oui, oui. Combien d'hectares? 17 hectares, Voilà. 500 000 pieds Sous de serre. tomates. Hmm. Oui, oui. Sans terre? Mm. Sur la ligne de roche ou... Moi, je sais même pas. Je sais pas. Mais quand j'ai vu ça, j'étais... Voilà. Bon, après, c'est assez facile pour nous de faire la litanie de ce qui ne va pas. Et malheureusement, on entend parler à longueur de journée. Nous, on essaie à Terre de Liens d'investir sur la litanie de ce qui pourrait aller, en fait. Et là, on a besoin d'être vraiment plus nombreux. Donc, rejoignez-nous. Je vous en prie, adhérez à Terre de Liens. Je vais terminer par là. Non, mais très sérieusement. Hein. On est aujourd'hui plus de 15 000 membres à Terre de Liens. Il n'y a pas 3 000 adhérents. Ça veut dire qu'on a des actionnaires et des donateurs qui ne sont pas adhérents de Terre de Liens. Et ils ne se rendent pas compte en fait que les 20 € qu'ils ne donnent pas aux associations territoriales, c'est 20 € qui nous manquent à nous pour continuer d'embaucher. Moi, j'ai 4 animateurs Terre de Liens qui couvrent la Normandie. J'ai même pas un animateur par département. En face, j'ai 60 conseillers SAFER qui maillent le territoire et qui détectent comme nous de la terre. Il faut vraiment qu'on ait plus de moyens, donc ça commence par l'adhésion. Après, ça se poursuit parce que vous seriez nombreux avec nous. Ça se poursuit par les négociations avec les pouvoirs publics. Moi, si demain je vais voir tous les échelons territoriaux en disant j'ai 1000, 2000, 3000 Normands avec nous, les élus, ils nous regardent autrement, vraiment. Parce que c'est 1000, 2000, 3000 personnes qui tiennent un discours dans les campagnes et qui commencent à essayer de regarder le foncier pour installer et faire pousser des fermes près de chez eux et qui vont faire en sorte que nous, le téléphone, il va continuer de chauffer parce qu'il chauffe de plus en plus. Et donc, il va nous falloir des moyens demain pour accompagner toutes ces installations. Et puis, j'espère, pour faire en sorte que, et c'est vrai que ça a commencé, hein, la part de ces 60 conseillers SAFER, il y en a plein avec lesquels on bosse très très bien maintenant, qui sont de vrais alliés et qui nous donnent des coups de main sur l'installation pour faire des opérations foncières qui sont parfois compliquées, quoi. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'avais promis d'arrêter à 18h. Merci beaucoup et rendez-vous le 10 octobre en ligne pour voir le convertisseur parcelle.